Les Dalton arrivent et le titre français de ce western réalisé par George Marshall retraçant la vie des célèbres bandits inspiré de l'autobiographie de l'un d'entre eux. Les Dalton s'engagent sur la voie du crime après avoir été dépouillés par des affairistes véreux avec la complicité d'une justice corrompue. Le scénario n'est pas bien éblouissant, mais la distribution est honnête. Brian Donlevy est Grad Dalton, le plus vindicatif de la bande. Broderick Crawford incarne vaillamment Bob Dalton. Randolph Scott est également de la partie, exceptionnellement sans son colt, comme avocat, ami d'enfance de la famille Dalton, drôle d'ami en vérité, qui barbote sans beaucoup de vergogne la fiancée de son pote Bob Dalton. On est loin des Dalton de Lucky Luke, qui, il est vrai, ne sont que les cousins des véritables hors-la-loi. Il y a tout de même un personnage dans la bande, incarné par Alvin Devine, qui a pu inspirer Maurice et Goscinny pour le personnage d'Avrel. L'Odyssée des Mormons est le titre français de ce film d'aventure un peu mystique, tourné par Henry Hathaway à la gloire de la secte, moins d'un siècle après le périple qui avait mené les Mormons en Utah. La production n'a pas lésiné sur les moyens pour donner une ambiance biblique à cet exode moderne jusqu'aux nuées de sauterelles. Tyrone Power incarne un jeune mormon sans grande personnalité, amoureux de la charmante Linda Darnell, dont il aimerait bien faire sa première épouse. L'histoire débute avec le fondateur de la secte, Joseph Smith, joué par Vincent Price, décrit comme une sorte de saint-simonien inspiré par Dieu, qui mourut effectivement assassiné par la foule. Pour des griefs pas expliqués, les Mormons sont chassés avec violence de l'Illinois et s'enfuient vers les Rocheuses sous la conduite de Brigham Young, mormon illuminé et inflexible, interprété par Dean Jagger. Malgré de belles images, malgré de bons seconds rôles comme John Carradine en mormon à la gâchette facile ou Brian Donlevy en mormon fourbe et intrigant, ce récit hagiographique manque peut-être un peu de souffle. Arizona est un western de Wesley Ruggles. L'action démarre vers 1860 à Tucson, alors simple bourgade plus ou moins abandonnée par l'armée, qu'elle soit nordiste ou confédérée, mais où restent quelques pionniers résolus, dont la dynamique Jean Arthur, qui rêve de développer son business et de monter un grand ranch. Elle est aidée dans cette tâche par le jeune William Holden. Mais ses affaires sont convoitées par un affairiste sans foi ni loi qui fournit des fusils aux Indiens, assisté d'une bande de crapules. La facture de ce western est des plus honorables, mais le scénario laisse un peu à désirer par son manque relatif de vraisemblance. L'Escadron Noir est le titre français de ce western tourné par Raoul Walsh et relatant les sinistres exploits du célèbre hors-la-loi William Cantrill. L'histoire débute dans la petite ville de Lawrence, au Kansas. Walter Pidgeon incarne un maître d'école d'apparence paisible, avocat à l'occasion, qui convole avec Claire Trevor, la fille du banquier local. Arrivé dans le chariot d'un dentiste apothicaire barbier, bien typique de l'Ouest américain, John Wayne se fixe à Lawrence alors que la guerre de sécession est sur le point d'éclater. Le timide instituteur, qui est en fait William Cantrill, se transforme alors en un chef d'une bande sans vergogne, revêtant l'uniforme confédéré par opportunisme, mais ne recherchant que son propre profit. John Wayne, partisan de l'Union, mène la guerre contre ses pillards et tente de protéger les habitants de Lawrence d'une attaque imminente. La ville fut réellement l'objet d'un raid de Cantrill et de ses hommes en 1863 qui fit 150 victimes. La caravane héroïque, Virginia City en anglais, est un western sur fond de guerre de sécession réalisé par Michael Curtiz. Le film relate l'affrontement entre un officier nordiste au grand cœur, interprété par le sémillant et Rolf Flynn, et un officier sudiste, incarné par un habitué du genre, Randolph Scott. Aux abois, le Sud cherche à faire venir de l'or du Nevada aux mains des Yankees, en chargeant secrètement les chariots d'une caravane de pionniers voyageant avec femmes et enfants. Un chef de bande, Humphrey Bogart, peu habitué au western, ici moustachu et mexicanisé, se mêle à la partie. Ce western très honnête, bénéficiant parfois de décors naturels assez grandioses, nous offre quelques belles images. Un acteur de second plan, Win Bing Boy Williams, celui de droite, attire l'attention avec une remarquable tête d'ahuri. La piste de Santa Fe est un western également réalisé par Michael Curtiz. Le film se penche sur l'abolitionniste radical John Brown qui fut effectivement pendu en 1859 malgré les démarches de Victor Hugo. L'histoire débute avec la promotion de West Point de 1854.
On y découvre James Stewart, futur général sudiste, sous les traits d'Errol Flynn, et George Custer, qui servit par la suite l'armée de l'Union, incarné par Ronald Reagan. Ils sont envoyés au Kansas pour lutter contre des abolitionnistes menés par un fou de Dieu, très bien joué par Raymond Massey. Participe également Van F. Flynn, en traître, et la belle Olivia de Havilland, partenaire régulière d'Errol Flynn à l'écran. On trouve aussi notre ami Goon Bean Boy Williams et sa fameuse figure. Le scénario est parfois un peu idiot quand on voit par exemple la cavalerie charger une solide casemate. Mais ce n'est plutôt pas banal de présenter les anti-esclavagistes comme des assassins enragés, soutenus par des crapules. Les Noirs sont présentés comme des pions, manipulés par les uns ou les autres. Le message semble être que la question de l'esclavage aurait pu être réglée pacifiquement, évitant ainsi une terrible guerre fratricide allumée par des fanatiques. Le retour de Frank James est un western américain tourné en couleur par Fritz Lang. Ce film peut être vu comme la suite du Jesse James de Henry King sorti l'année précédente. Les frères Ford, dont Robert, incarné par John Carradine, assassin de Jesse James, ont été graciés et remis en liberté. Frank James, interprété par Henry Fonda, décide de sortir de la clandestinité pour les traquer, les retrouver et les abattre. Les couleurs sont assez réussies, dans un style un peu carte postale, mais soulignant la beauté des paysages et les yeux bleu-gris de Gene Tierney, 20 ans, très mignonne, mais peut-être moins éblouissante que dans d'autres films. Le ton du film est clairement anti-yankee. Le procès final en est une bonne illustration. Il se transforme en réquisitoire contre le Nord victorieux au sein d'une foule acquise à la cause sudiste. Ce point de vue n'est pas adopté systématiquement dans les films de l'époque, dont certains soutiennent davantage la cause de l'Union. Force est de constater avec nostalgie une certaine pluralité politique dans les westerns du temps, à une époque où la mémoire vivante de la guerre civile n'était pourtant pas encore complètement effacée. Le Cavalier du désert est un western réalisé par William Wyler, grand cinéaste américain né à Mulhouse dans une famille juive alsacienne. Ce film, dont l'arrière-plan est constitué de la lutte entre les éleveurs et les cultivateurs, met en scène le mythique juge Roy Bean qui faisait la loi à l'ouest du Pecos. Ce magistrat atypique est très bien interprété par Walter Brennan, qui en a d'ailleurs tiré cette année-là l'Oscar du meilleur second rôle. Le héros du film est Gary Cooper, très en forme du haut de ses 39 ans. Il incarne un cow-boy solitaire de passage qui, suspecté à tort de vol de cheval, doit faire face au redoutable homme de loi. On retrouve pas mal d'ingrédients qui ont été notamment popularisés par Maurice et Goscinny dans un album de Lucky Luke publié en 1959. Jusqu'au croque-mort, personnage typique des films de cow-boy. Un western classique, servi par une belle distribution et qui ne manque pas d'humour.